Soyez les bienvenus, soyez très cordialement les bienvenus à cette cérémonie des docteurs 2018, la deuxième cérémonie pour notre université. Et nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir pour honorer aujourd'hui vous tous qui avez soutenu un doctorat pendant cette année. Nous savons, nous, vos enseignants, nous aussi, vos proches, vos amis, quel travail peut représenter une thèse, quelles difficultés, ces moments de grande joie, de grand élan intellectuel, mais aussi parfois de solitude, d'abattement, voire de désespoir, hein, ne nous le cachons pas. Et nous sommes heureux de voir que vous avez traversé l'épreuve et nous sommes contents de vous retrouver de l'autre côté. Donc, chers docteurs de l'université, soyez tout particulièrement les bienvenus aujourd'hui. Mais cette journée est aussi l'occasion de saluer ceux qui ont accompagné cette longue traversée solitaire, celles et ceux sans qui, pour beaucoup d'entre vous, cela n'aurait pas été possible. Il n'aurait pas été possible de mener à terme cette aventure à la conclusion heureuse que nous célébrons aujourd'hui. Et j'entends par là, bien entendu, les directrices et directeurs de thèse qui vous ont accompagné, parfois pendant de longues années, qui ont été les témoins de vos doutes, de vos inquiétudes, qui vous ont soutenu, accompagné. Et cette journée est là pour leur rendre également hommage. Si vous me permettez à ce propos une anecdote personnelle, comme beaucoup d'entre vous sans doute, quand j'ai rédigé ma thèse, j'ai eu ces moments de doute, d'abattement. Je me suis parfois dit que j'allais arrêter parce que ça ne servait à rien. Et un de ces jours, j'ai vu mon directeur de thèse qui a tout de suite compris et qui m'a dit « Vous ne pouvez pas arrêter votre thèse. » Pourquoi ? Parce que vous avez la capacité de la terminer et que cette capacité vous oblige. Vous avez le devoir éthique parce que vous avez la capacité de la faire, de la terminer. Quand on vous dit ça, c'est pas facile. J'ai mis 3 ans de plus, mais j'y suis arrivé, comme vous. Voilà. Donc, ce rapport, merci à toutes celles et ceux qui exercent ce magistère, à la fois intellectuel, bien entendu, mais aussi moral, et parfois même dans le soutien affectif, personnel. Et merci donc à ces directrices et directeurs de thèse. Et puis, bien entendu, on dit parfois, vous savez, qu'il faut tout un village pour faire un homme avec un grand H, un être humain. Et je suis convaincu qu'il faut tout un village pour faire une thèse, parce que là aussi, cette solitude, on ne peut l'affronter qu'en étant bien entouré par des amis, des proches, par un être cher. Et vous toutes, familles, proches, vous êtes tout à fait les bienvenus, parce que sans vous, tout cela n'aurait pas été possible aussi. Alors, j'invite maintenant les directeurs et directrices d'école doctorale à me rejoindre sur scène. J'invite d'abord à nous rejoindre le professeur Pascal Butterlin, qui est directeur de l'école doctorale d'archéologie. Voilà, et ainsi que bien sûr le président de l'université, le professeur Georges Haddad. J'invite à nous rejoindre le professeur Étienne Patot, directeur de l'école doctorale de droit de la Sorbonne. J'appelle le professeur Olivier Renaudy, directeur de l'école de droit public et fiscal. Le professeur Mouez Foda, directeur de l'école doctorale d'économie et de mathématiques appliquées. Oui, tout à fait. Le professeur Christophe Genin, directeur de l'école doctorale d'art plastique, d'esthétique et de sciences de l'art. Le professeur François Chausson, directeur de l'école doctorale d'histoire. Le professeur Pascal Rousseau, directeur de l'école doctorale d'histoire de l'art. Le professeur Jean-François Lemoine, directeur de l'école doctorale de management. Le professeur Denis Forest, directeur de l'école doctorale de philosophie.
Le professeur Julien Frétel, représentant Brigitte Gaïti, directeur de l'école doctorale de sciences politiques. Et je vous invite maintenant à écouter le professeur Butterlin, directeur également du Collège des écoles doctorales, qui va nous dire quelques mots de bienvenue et d'ouverture. Monsieur le Président, mes chers collègues, chers lauréats surtout du doctorat 2018 de Paris 1, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'ouvrir la cérémonie de février 2019 célébrant les lauréats du doctorat 2018 de Paris 1. Et je dirais que c'est toujours un moment quand même très particulier parce que le doctorat, c'est d'abord le résultat d'un engagement très particulier, très spécifique. Je suis toujours très impressionné d'abord par cette assemblée, tous ces talents qui sont réunis ici. Et c'est pas tout à fait anodin parce qu'il me semble qu'effectivement, on a là une diversité et une qualité de travaux qui est tout à fait exceptionnelle, qui sont parfaitement représentatives d'ailleurs des 10 écoles doctorales dont j'ai l'honneur de présider le collège, comme vous le savez probablement, depuis maintenant quelques temps. Au nom de tous les collègues, d'abord et avant tout, et des écoles doctorales que j'ai l'honneur de représenter, je ne peux d'abord et avant tout que vous adresser mes sincères félicitations. Félicitations pour l'aboutissement d'un travail qui effectivement s'est terminé. Je dis toujours qu'un bon doctorat, c'est un doctorat achevé, d'abord et avant tout. Et on ne peut que se féliciter effectivement de voir aboutir ces travaux dans des délais qu'on espère restent raisonnables. Le doctorat, ce n'est pas une affaire de quantité, et je le répète souvent, c'est d'abord et avant tout un long travail. Ce n'est pas un produit d'usine, c'est un long travail solitaire, très largement. Et je crois que c'est important de souligner que c'est aussi le résultat du rapport privilégié entre un directeur de thèse et un doctorant. Et je souhaite également saluer ici les directeurs de thèse qui encadrent et qui s'investissent justement dans l'encadrement de ces doctorants. C'est un travail de longue haleine. Un doctorat, c'est une affaire qui dure 3, 4, parfois un peu plus, mais ça, on préfère ne pas trop en parler. Mais ce qui est important, c'est d'abord et avant tout cette relation très spécifique entre un maître, non pas son disciple, son doctorant, et surtout sa promotion comme docteur. Et je vous invite surtout à savourer le moment. C'est un moment unique. Et je remercie toutes les instances de l'université qui nous permettent de célébrer effectivement chaque année maintenant cette cérémonie du doctorat. C'est très important effectivement que nous puissions le faire. C'est aussi, je dirais, le résultat de tout un environnement. Et j'insiste aussi là-dessus, j'ai participé à une vingtaine de soutenances cette année. À chaque fois, je suis étonné par l'ampleur de la mobilisation que représente un doctorat. Parce que derrière un doctorat, il y a aussi des familles, il y a aussi un environnement, il y a des amis qui tous sont là, surtout quand il s'agit de ramasser des pots cassés. Et il y en a souvent dans un doctorat parce que c'est une expérience dure, il y a toujours des moments difficiles. Et je salue aussi les familles parce que je crois que c'est souvent un effort collectif, un doctorat. Je le vois souvent avoir simplement la tête des membres des familles qui participent aux soutenances. Et on les voit évidemment et on les repère facilement vu le stress généralement qui les anime. Et je sens effectivement tous les sacrifices qu'il y a là derrière, surtout à travers effectivement ces investissements qui sont des investissements, on le sait, de longue durée. Si Paris 1 finance actuellement près de 100 thèses par an, le nombre des doctorats qui sont soutenus chaque année est beaucoup plus élevé et je sais à quel point également, et le Collège des écoles doctorales y est très sensible, le doctorat c'est aussi une affaire de sous, c'est une affaire aussi en partie de précarité et c'est une question qu'on se pose régulièrement car nous sommes très sensibles aux problèmes et aux difficultés que rencontrent les doctorants, c'est une discussion que nous avons souvent. Les doctorants eux-mêmes connaissent peu, à vrai dire, généralement les écoles doctorales, ils connaissent bien leur laboratoire, connaissent souvent leur directeur de thèse, ça vaut mieux. Les écoles doctorales, elles apparaissent d'une certaine façon plus en creux dans ces affaires. Et je dirais qu'un doctorant, quand il a affaire à l'école doctorale, c'est généralement qu'il y a soit des papiers à signer, soit des problèmes. Et donc, je ne leur souhaite pas généralement de trop nous fréquenter. Mais il faut quand même le dire, l'école doctorale intervient, ou les écoles doctorales interviennent à toutes les étapes, effectivement, du doctorat. D'abord et avant tout au niveau de l'inscription. Et là, je voudrais simplement faire une petite incise très brève pour dire à quel point nous sommes sensibilisés et sensibles surtout au problème de la question des inscriptions des doctorants, et en particulier des doctorants étrangers. Et le Collège des écoles doctorales, comme toute l'Université de Paris 1, sont particulièrement sensibles aux problèmes que posent actuellement les projets de réforme d'inscription et des droits d'inscription. Et nous sommes farouchement opposés, évidemment, à ce que les
tarifs d'inscription des doctorants étrangers soient massivement augmentés. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que précisément, et nous le voyons dès l'inscription, et vous le savez bien, l'inscription en doctorat, c'est déjà toute une aventure, c'est une extraordinaire richesse de pouvoir faire venir des doctorants étrangers, et ça crée une extraordinaire synergie. Et c'est très important, je crois, que nous puissions effectivement maintenir ça, parce que c'est une des forces, me semble-t-il, de Paris 1. Je pense que notre président reviendra dessus, certainement. Il faut dire que tout au long d'un doctorat, les écoles doctorales se mobilisent, parfois de manière très silencieuse, pour pouvoir soutenir effectivement les doctorants. Dans le cadre, outre le parcours doctoral et tous ces éléments, le Collège des écoles doctorales se mobilise également, et je tiens à saluer ici en particulier les collègues de la Direction de la valorisation et de la recherche, pour financer les appels à projets et les demandes de mobilité internationale des étudiants. C'est quelque chose de crucial dans des doctorats qui sont souvent globalisés. J'ai été encore frappé la semaine dernière, quand nous avons examiné les dossiers des doctorants, par l'ampleur de la mondialisation, effectivement, de ces doctorats que nous envoyons sur tous les coins de la planète. Et nous tenons à soutenir massivement également, je crois, cet effort. C'est quelque chose de très important, effectivement, pour nos étudiants et en particulier pour leur capacité de s'intégrer dans les milieux internationaux de la recherche. Le rayonnement international intense de nos écoles doctorales repose précisément, d'abord et avant tout, sur la vitalité des réseaux, internationaux, et nous tenons à tout prix à les développer. Et le Collège des ED, comme toutes les instances, sont mobilisés précisément pour permettre des conditions d'accueil décentes pour les doctorants étrangers, mais aussi d'envoyer les doctorants à l'étranger. C'est quelque chose d'important et je tiens à le souligner. Le suivi des doctorats, effectivement, est un problème majeur et il le reste fondamentalement pour nos écoles doctorales. Des réformes considérables ont été imposées par nos instances gouvernementales, certaines sont d'ailleurs tout à fait bienvenues, et il est très clair que nous devons accompagner aussi bien dans les comités de suivi que dans les conventions de formation des doctorants qui doivent se préparer à ce qui les attend après le doctorat. Et on aura l'occasion d'en reparler. L'un des gros problèmes, effectivement, se pose au moment de la soutenance, précisément, puis de ce qui va suivre. À cet égard, d'ailleurs, le Collège des écoles doctorales travaille à harmoniser les pratiques des différentes ED en respectant leurs spécificités interdisciplinaires ou disciplinaires. Elle est très attachée surtout à ce que les jurys puissent se tenir dans des conditions correctes et idéales afin d'assumer l'excellence des doctorats. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous avons vraiment à... C'est une question vitale, je dirais, pour le suivi du doctorat et en particulier pour son développement à Paris 1, que ce soit au niveau des soutenances de thèse, de leurs conditions matérielles, de la manière dont les jurys se déroulent également. Il y a énormément de travail à faire là-dessus. Vous êtes tous maintenant docteurs et non plus doctorants. On a assez parlé des doctorants, maintenant on a des docteurs en face de nous. Et les docteurs qui sont issus de cette promotion sont pour nous une force immense, d'abord et avant tout, et je soulignerai surtout l'importance que le Collège attache au suivi de ces jeunes docteurs et à leur insertion professionnelle. C'est le vœu du ministère, mais c'est absolument indispensable car le doctorat n'est pas une faiblesse sur le marché de l'emploi, c'est une force. Et il faut savoir le mettre en valeur, c'est quelque chose de crucial, parce que vous constituez, chers docteurs, une communauté de jeunes chercheurs qui sont pour la plupart l'avenir de nos disciplines. Et je me suis dédié, comme tous mes collègues, à la formation de la génération qui nous suit, qui est une pépinière et une force extraordinaire que notre pays doit à tout prix valoriser et savoir utiliser, entre guillemets, à son plus grand profit, bien entendu, mais aussi à votre profit. Nous travaillons actuellement avec mes collègues, en particulier avec nos collègues VP Recherche, vice-président de recherche, à précisément développer les liens entre les jeunes docteurs et les écoles doctorales. Car les poussins quittent le nid, c'est le cas de le dire, mais nous souhaitons véritablement que les liens soient maintenus, que nous puissions créer des liens entre ces différentes promotions, et la cérémonie est destinée à cela, afin justement de permettre précisément un suivi, d'une part, de l'avenir des jeunes docteurs, mais aussi de suivre essentiellement et de promouvoir leur insertion professionnelle. C'est quelque chose de très important. La création récemment de la fondation, en particulier de l'Université Paris 1, devrait nous aider, je compte dessus en tout cas, pour que nous puissions précisément développer cela. Un des gestes forts de la fondation a été justement son soutien au doctorat, et je tiens à les remercier aussi. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne vous cacherai pas que les écoles doctorales ne constituent pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de chantiers
en cause et en cours surtout. On a énormément de travail et de pain sur la planche, mais pour l'instant, je vous invite surtout à savourer le moment. C'est très important. C'est un moment unique et je suis vraiment ravi d'avoir pu partager cet instant avec vous. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je remercie le professeur Butterlin, directeur du Collège des écoles doctorales. Et nous allons écouter maintenant le discours d'ouverture du président de l'université, le professeur Georges Haddad. Chers collègues, monsieur le directeur général du Crous, Denis Lambert, qui est un fidèle supporter de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et que je tiens à remercier pour sa présence aujourd'hui, ainsi que sa collègue qui est à ses côtés, malgré un emploi du temps très chargé. Alors, mon collègue Butterlin a pratiquement tout dit ce qu'il faut dire sur le doctorat, mais avant de commencer, je demanderai à Franck Paquier, qui m'a dit « tu n'as pas plus de 10 minutes », de décompter ce que je vais dire, de ne pas compter ce que je vais dire dans ces 10 minutes. Parce que j'ai une fâcheuse habitude, d'abord, je ne prépare pas mes discours, je préfère préparer mes idées et les livrer spontanément, mais ensuite, j'ai parfois la fâcheuse tendance d'oublier des personnes qu'il faut remercier. Alors je vais commencer, si vous le voulez bien, par remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à cette cérémonie et qui méritent des applaudissements, si vous le voulez bien. Alors je commencerai d'abord... Attendez. Je commencerai d'abord par ma garde rapprochée, mes trois merveilles, mes trois muses, Adélaïde Kikonda, qui est mon assistante directe, Madame Valérie Pateau, qui est ici aussi, à côté, les trois sont là, et Eliane Raobelina, qui est ici aussi. Je tiens à vous dire que non seulement elles ont contribué à cette cérémonie, à la préparation de cette cérémonie, mais c'est qu'elles apportent une lumière particulière à la présidence. Et grâce à ces trois personnes, le président que je suis est heureux d'arriver dans son bureau. Pas très tôt, malheureusement, mais je suis ravi parce que c'est le soleil qui m'accueille à chaque fois que j'arrive dans mon bureau. J'ai trois soleils qui m'accueillent avec beaucoup de chaleur. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites. Alors, je tiens aussi à remercier le secteur de la communication, Franck Paquier, bien sûr. Je vais citer tout le monde. Franck Paquier, directeur de la communication. Gwenaël Cuny, je ne sais pas s'il est là, mais il devrait être là. Aurélia Genquin, qui est là, je suis sûr, elle est là. Discrète et efficace, et son équipe, donc il y a Marine Garcia, Liloy Philippe, Camille Papex, elles sont là. Pascal Lévy, notre artiste photographe, qui a le mérite de me prendre en photo malgré les difficultés que je lui cause, et Madame Selma Akari, je ne sais pas si elle est là, Selma Akari, elle devrait être là. Bon, j'en ai sans doute oublié. Alors, on a parlé aussi de la fondation Panthéon-Sorbonne, qui a été créée, et c'était une des promesses de ma candidature. Elle est maintenant en activité, et nous avons un directeur exécutif, Olivier Fromont, qui est ici. Et le professeur Butterlin a mentionné le soutien de la Fondation Panthéon-Sorbonne aux doctorants, et nous avons créé, je crois, 6 bourses doctorales de mobilité grâce à la Fondation pour permettre à des étudiants de 2e année de doctorat de pouvoir voyager et aller sur le terrain de leurs activités, que ce soit en archéologie, que ce soit en art, que ce soit en économie, en droit, et tout cela va aller crescendo. Et je compte beaucoup sur la Fondation pour apporter ces soutiens, mais il faut aussi que nous ayons de votre part, toutes celles et ceux qui font partie des amis de Paris 1, des amis et des soutiens de Paris 1, des donateurs et des partenaires qui viennent soutenir nos activités et bénéficier de tout le savoir-faire
de notre université. Donc voilà, et puis la nouvelle qui vient d'arriver, toute jeune, toute rayonnante, toute heureuse, Ophélie Petit. Merci Ophélie de votre présence. Alors, pour terminer, et je suis sûr que j'en ai oublié, hein, ça c'est clair, je tiens à remercier mes collègues de la Direval, Éric Zilla, Madame Isabelle Gannot, hein, qui porte haut et fort la recherche à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et toutes leurs équipes. Bien, maintenant, si j'en ai oublié, vous venez me voir à la fin et je vous mettrai l'année prochaine sur ma liste. Alors, le doctorat, ce n'est pas simplement un diplôme à part. Moi, je le qualifie, quand je le présente aux étudiants de première année, dans l'accueil que je leur fais, comme le diplôme magique de l'université. Le doctorat, c'est un diplôme à part. C'est celui qui montre à quel point notre université, grande université de formation et de recherche, ne l'oublions pas, Paris 1 est une très grande université de formation et de recherche, eh bien, est capable de créer un futur doctorant qui est déjà est capable justement d'inciter toute cette jeunesse créative à aller vers ce moment d'existence qui est absolument unique, celui de la recherche, celui où on découvre tout ce qu'on a à remettre en cause à travers les apprentissages qui ont été ceux des formations classiques, licence, master, et le doctorat, c'est un passage pour moi, c'est une initiation à quelque chose d'absolument fondamental, c'est la recherche, c'est la remise en cause de soi-même et de tout ce qu'on a appris. Pour être un bon chercheur, il faut être dissident. On ne peut pas être un bon chercheur si on n'est pas rebelle, d'une certaine manière, et nous avons la chance d'avoir des directeurs d'écoles doctorales, des directeurs de thèse d'une immense qualité que le monde entier nous envie, mais je dis qu'un jeune chercheur, un jeune doctorant ne doit pas avoir peur d'affronter son directeur de recherche et d'apporter des idées nouvelles. Vous savez, il y a deux façons d'accueillir un jeune chercheur, et je peux vous faire part de mon expérience personnelle. Lorsque, à la sortie de mon école, j'avais décidé d'entamer un doctorat, on m'avait orienté vers un très grand mathématicien. Je suis mathématicien, ma couleur en atteste. Hein, on va parler des couleurs tout à l'heure, en particulier du jaune. Un grand mathématicien qui m'avait accueilli dans son labo et qui avait voulu m'imposer un thème, un sujet. Alors il me pose une question, il me dit « il faut que tu démontres ça, il faut démontrer cela, on n'arrive pas à le démontrer et tu as quelques mois pour le faire. » Et ce n'était pas ma conception. Je suis profondément rebelle dans ma nature et j'aime bien que... Salut jeune homme. C'est un jeune homme ou une jeune fille? Bon, il parle. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc, il m'a... alors, nous accueillons le professeur Beckerman, qui est un des fondateurs de la Fondation Panthéon-Sorbonne, président-directeur général de l'affaire, et monsieur de la Rochefoucauld, qui est son bras droit. Donc, merci de votre présence. Alors, que disais-je? Il me pose le problème. J'étais en colère parce que j'avais d'autres idées. Et je rentre chez moi, je me dis, soit je lui claque la porte au nez, soit j'essaye au moins de résoudre le problème. Donc je me suis attelé à la question. Au bout de 3 semaines, le problème était résolu. Je le lui remets, il était content. Il me dit, on va publier ça. Je lui dis, vous vous en occupez parce que moi, de toute façon, j'arrête de travailler avec vous. Et il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que je trouve que c'est la pire façon d'accueillir un jeune. La première question qu'il faut lui poser, qu'est-ce que tu as envie de faire? Dans le cadre de l'équipe que tu as choisie, bien sûr, hein, il ne faut pas être dans une dissidence totale, hein, mais dans le cadre de l'équipe que tu as choisie, porteuse d'un projet scientifique, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter? Et puis j'ai eu la chance, quelques semaines plus tard, de rencontrer celui qui est mon maître, qui est pour moi un des plus grands mathématiciens et un des plus grands penseurs, qui m'a accueilli dans son centre de recherche, c'était à Dauphine, le CEREMAD, mathématiques de la décision, et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Et là, je me suis senti accueilli comme je devais l'être, comme je souhaitais l'être, et avec Jean-Pierre Aubin, le professeur Jean-Pierre Aubin, qui, je vous le dis en passant, vient à 80 ans, il fête ses 80 ans aujourd'hui, d'obtenir sa Légion d'honneur. C'est la première décoration qu'il a, alors que tant d'autres ont des décorations à des âges très particuliers et pour des actions sur lesquelles je me suis toujours posé des questions.
alors que Jean-Pierre Robin vient d'avoir sa décoration à 80 ans, et voilà. Et je tiens à dire combien il la mérite. Il a formé des dizaines et des dizaines de mathématiciens qui rayonnent dans le monde et qui mettent en valeur l'école mathématique française, qui, comme vous le savez, est une des tout premières au monde. Eh bien, j'ai travaillé avec lui et j'ai passé mon doctorat d'État dans cet esprit de dissidence, mais de liberté, de confiance. Il faut avoir confiance en son directeur de thèse, il faut avoir confiance en celui qui nous accompagne, mais en même temps, il faut que celui qui nous accompagne nous fasse confiance aux jeunes docteurs pour leur laisser exprimer cette créativité naissante et ne pas les brider et que le doctorat ne soit pas une fin en soi. Ça aussi, c'est très important. Pascal Butterla en a parlé. Après, moi, je voudrais voir tous ces docteurs comme des post-doctorants et ensuite de grands chercheurs, des professeurs, mais des acteurs aussi du monde de l'économie, du monde de la culture, parce que le doctorat nous rend créatifs, nous rend entreprenants, et je trouve que le doctorat devient de plus en plus le diplôme important, fondamental, pour ouvrir les portes d'une citoyenneté active. Donc là aussi, ce sont des choses très importantes qu'il faut mettre en valeur et comprendre que le doctorat, ce diplôme magique, je le répète, c'est une porte d'entrée vers une grande aventure, l'aventure du savoir, l'aventure de la connaissance, au service, et là je cite encore un grand mathématicien, au service de l'honneur de l'esprit humain. Et là, il est important justement de mettre en valeur tout cela. C'est pour cela que nous avons décidé avec mon équipe, il y a 1 an, d'honorer les docteurs de l'année précédente. Nous avons d'énormes cérémonies, de nombreuses cérémonies pour les masters, pour les licences. Jamais une cérémonie pour les docteurs n'avait été organisée avant nous. Et donc là, je souhaiterais que cette mesure, cette cérémonie, perdure dans l'histoire de Paris 1, dans sa dynamique, de la même façon que nous avons organisé l'année dernière les Assises de la recherche. Les Assises de la recherche, c'était une première. Malheureusement, elles ont été perturbées par les mouvements de revendication, mais enfin, elles se sont tenues et elles ont montré à quel point notre université, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est une grande, très grande université de recherche dans tous les secteurs disciplinaires représentés par ces belles couleurs du rouge au jaune et à la marante. Alors là aussi, c'est quelque chose de très important et je souhaiterais que mes successeurs à la présidence gardent cette dimension, cette dynamique de célébration de la recherche à Paris 1. Ne l'oublions pas, la recherche, c'est la moitié au moins de l'université. C'est vrai qu'on est jugé sur nos formations, sur l'accueil des étudiants, c'est notre grandeur et notre honneur, mais aussi nous sommes jugés sur nos capacités à produire des savoirs de qualité. Alors maintenant, pour terminer, je voudrais faire un plaidoyer pour un domaine que Paris 1 représente de manière essentielle, c'est le domaine des sciences humaines. Et vous dire mon inquiétude. Vous dire mon inquiétude aujourd'hui lorsque je vois les tendances universitaires dans les regroupements sciences humaines et sciences sociales, j'ai peur, je crains que les sciences humaines ne soient pas traitées comme elles doivent l'être à l'université. Elles sont essentielles, elles sont la respiration d'une université. Aujourd'hui, comme hier, et demain encore plus, on ne pourra pas former un mathématicien, un médecin, un biologiste, un juriste, etc., sans une dimension de sciences humaines essentielle qui accompagne la réflexion, qui accompagne l'édification d'une personnalité forte, créative et parfois rebelle dans des questions essentielles de société. Je crains aujourd'hui, vous le savez, nous sommes incités dans un esprit de compétitivité marqué par cette obsession du classement de Shanghai. Hein, il faut être parmi les premiers. Hein. J'y étais au classement de Shanghai, j'étais directeur de l'UNESCO à l'époque, et j'ai vu comment s'est constitué le groupe de Shanghai, et j'ai vu comment il a mis en place ces classements, ces évaluations. Je ne suis pas là pour les critiquer, mais ces évaluations ne peuvent pas mettre uniquement et surtout en valeur ce que nous appelons les sciences dures. Les sciences dures, bien sûr, qui rapportent beaucoup d'argent, beaucoup de partenaires,
qui permettent de publier en anglais plus facilement que lorsqu'on est en sciences humaines, hein, c'est clair. Un philosophe chez nous, un historien, un géographe, peut-être les géographes un peu plus, mais en art, en histoire de l'art, en archéologie, ben on publie dans notre langue d'abord. Et le français est une langue essentielle pour la science et pour les sciences humaines, mais il ne faut pas être obsédé par ces classements qui obsèdent nos dirigeants, qui n'ont pas la volonté suffisante de mettre les moyens qu'il faut, en particulier pour les sciences humaines. Alors nous avons un campus qui se dessine, le campus Condorcet, mais le campus Condorcet, c'est pour la recherche avec des partenaires. Mais il faut former en sciences humaines, il faut former dès les premières années, dès la licence. Il faut former les jeunes, et pas simplement les jeunes qui choisissent les sciences humaines, mais ceux aussi qui choisissent de faire des mathématiques, de la biologie, du droit, parce que c'est essentiel. Alors nous le faisons, nous essayons de le faire, mais je crains que dans ces grands regroupements, il suffit de les regarder, les sciences humaines soient pénalisées, pénalisées par ces sciences dures qui se comportent de manière parfois autoritaire. On l'a vu récemment par une université partenaire, que je ne nommerai pas, qui a été avalée par un boa constrictor, et je trouve qu'il est dommage, qu'il est vraiment dommage que cette belle université de sciences humaines, qui était concurrente de Paris 1, vous voyez, je défends aussi les concurrents, donne le sentiment d'être amoindrie dans cette fusion. D'autres fusions sont en cours, on va les voir, une s'appelle Sorbonne Université, l'autre s'appelle Université de Paris. Que reste-t-il? Si la Sorbonne est prise, si Paris est pris, eh bien, que va-t-il nous rester? Eh bien, faites-moi confiance avec mes collègues, nous allons nous battre pour mettre haut et fort la voie, la dynamique des sciences humaines et des sciences sociales, parce que nous sommes une grande université de sciences sociales, droit, sciences politiques, économie, gestion et bien d'autres activités que Paris 1 a le bonheur et l'honneur de mettre en dynamique et en action. Donc là aussi, je le dis, et je le dis avec cette formule qui me colle à la peau maintenant. Si vous allez sur les réseaux sociaux, je viens de recevoir une image où on m'a mis aux côtés de Socrate, de Martin Luther King et de Shakespeare. Vous voyez, excusez du peu. Avec cette formule qui me colle à la peau maintenant, ça y est, elle va m'accompagner jusqu'à la fin de mon existence, c'est « je condamne fermement ». Eh bien, moi, je condamne fermement un gouvernement qui ne soutiendrait pas les sciences humaines et les sciences sociales comme elles doivent être soutenues, parce que c'est l'honneur d'un pays. C'est l'honneur d'un pays, c'est l'honneur d'une université. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un message que je vais porter jusqu'à la fin de ma présidence et au-delà. Faites-moi confiance. Dans une ouverture internationale, avec la main tendue vers les étudiants de tous bords et de tous niveaux venant des pays non européens, je trouve absolument absurde, si ce n'est infamant, d'augmenter et de multiplier par 16, tenez-vous bien, par 16, les droits d'inscription pour nos étudiants étrangers non européens, et en particulier pour ceux d'Afrique francophone, qui, si cela continue, seront plutôt anglophones que francophones. Et là aussi, nous allons perdre beaucoup de notre prestige, de notre image et de notre sens de l'accueil et de la générosité. L'université est un lieu d'accueil, et un lieu d'accueil, ce n'est pas en imposant des frais d'accueil qui sont rédhibitoires et scandaleux à l'égard de ces jeunes qui viennent d'Afrique. Donc voilà ce que je voulais dire très brièvement, voilà le message, et donc nous allons nous battre ensemble, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de créer une alliance qui s'appelle Sorbonne Alliance, avec le SCP Europe, avec l'INED, avec la FMSH, la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, l'INED pour la démographie. J'espère, je le dis, il faut le dire, il faut prendre des risques, que l'université Paris 3, parce que reste-t-il à Paris ? Mais Paris 3 est une très belle université, complémentaire de la nôtre, lettres, langues, etc., viendra nous rejoindre pour que nous pesions fort dans cette action en faveur des sciences humaines et des sciences sociales à l'université, et tout particulièrement à Paris.
Je sais que le rectorat m'écoute et que le recteur Gilles Pécou, qui est un grand historien, me soutiendra, je l'espère, dans cette action. Voilà ce que je voulais dire. Nous créons aussi une université européenne, Maria est là, Maria Gravari-Barbas, qui porte, vice-présidente des relations internationales, qui porte ce projet, Una Europa. Retenez le nom. Una Europa, Université Alliance Europe, avec, excusez-moi du peu, l'Université de Madrid, la Complutense de Madrid, l'Université de Bologne, fondatrice avec la Sorbonne du processus de Bologne et de la Magna Carta. J'y étais et j'ai signé la Magna Carta, la grande charte européenne des universités en 89. J'étais déjà président à cette époque. Voilà, je suis toujours président. C'est ça le mystère, mais c'est un peu de la mathématique un peu compliquée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Édimbourg, Cracovie, la Jagellonienne de Cracovie, l'université Leuven, de Louvain l'ancienne, flamande, l'université de Berlin, j'en ai oublié? Non. 7 universités qui vont porter haut et fort l'esprit de l'université européenne. Parce que l'Europe ne se construira que par le savoir, que par l'éducation. Mettre l'économie en avant, mettre le politique en avant, mettre le technocratique en avant, c'est une erreur fondamentale. Il faut que l'éducation soit au cœur du projet européen. L'éducation et la recherche. Et cette université que nous accompagnons comme fondateur, je vous le promets, va vous surprendre. Elle va vous surprendre parce qu'elle va développer l'esprit d'un étudiant européen. Dès le début, dès la première année, les étudiants qui rentreront dans ce consortium de cette université seront considérés comme des étudiants européens, ouverts sur le monde, ouverts sur le développement, ouverts sur la coopération, ouverts sur la solidarité. Donc, Una Europa, Sorbonne Alliance, la Fondation, voilà de très beaux projets qui prennent corps, qui ont pris corps, et je vous demanderai tous et toutes d'être attentifs à ce que fait Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à son action, à son développement, et pourquoi pas de devenir et de rejoindre l'association des Amis de Paris 1 que nous venons de créer. Justement, elle est ouverte, elle est prête à vous accueillir, elle a besoin de vous, vous les docteurs, vous les parents, qu'il faut féliciter, hein, ne l'oublions pas, parce que quand on est parent de doctorants, on souffre. Hein, les amis aussi jouent un rôle. Ils mériteraient un petit diplôme aussi. Hein, donc là aussi, c'est très important. Je me souviens de la souffrance de mes parents quand je faisais mon doctorat. Ma mère n'en pouvait plus. Et à la fin du doctorat, elle était en burn-out total. Mais enfin, elle s'en est remise. Et bien maintenant aussi, je voudrais remercier notre parrain, Marc Sénéchal. Notre précédent parrain, c'était Gérard Beckerman, hein, qui était présent à cette cérémonie et qui nous a fait l'honneur d'un très, très beau discours. Maintenant, il s'agit de Marc Sénéchal, qui est lui aussi un grand supporter de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'esprit des sciences humaines et des sciences sociales. Merci. Merci, Monsieur le Président de l'Université. Vous nous parliez de cette cérémonie et de sa pérennité. On a quand même un signe très favorable puisque vous êtes 50% plus nombreux, vous, jeunes docteurs, que l'an dernier. Vous êtes aujourd'hui plus de 120, c'est-à-dire que le tiers des docteurs de l'université de l'an dernier sont présents. Et on espère que l'an prochain, bien sûr, on aura une progression du même type, à nouveau plus 50%. Avant que nous passions à la cérémonie de remise des insignes de docteur proprement dite, je vous invite à écouter un intermède musical de jazz par le groupe Imperial Magic Swing qui va nous interpréter quelques grands standards, quelques grands classiques de ce genre musical. Je les invite à nous rejoindre. Take all of me, darling, can't you see I'm no good without you? Take
take my lips, I want to lose them. Come on and take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. Darling, how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why now take all of me? Oh, ba ba do do do, shadow da 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 da, ba do 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 ba do do da 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 da. Shadow we ba do 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 do, ba do 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 do. Shadow da da, shadow da da, shadow da ba 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 do do. Your goodbye left me with eyes that cry. Darling, how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? So why not take all of me, baby? So why not take all of me? Merci. Tip-a-dum-dip, ba-do-ya-do-ba, tip-a-dum-dip, ba-do-ya-do-ba, tip-a-dum-dip, dende, dende. Eu quero amar, mas tive medo. Eu quero salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. Medo pode matar o seu coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Tip-a-dum-dip, ba-do-ya-do-ba, tip-a-dum-dip, ba-do-ya-do-ba, tip-a-dum-dip, dende, dende. Tip-a-dum-dip, ba-do-ba-ya-ba, tip-a-dum-dip, ba-do-ya-do-ba, tip-a-dum-dip, dende, dende. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vida aberta. Abre todas as portas
nuestro corazón. Agua de beber, camarada. Água 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 de beber, camarada. Cum cum, tica tum cum, catalia coca cam cam, tica tum cum, patulha tu pa ti pa tum te, tica tum cum, patulha tu pa ti pa tum te, patulha tu pa ti pa tum te, Night and day, you are the one. Only you beneath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the height of me, there's an old such a hungry yearning burning inside of me, and this torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon or under the sun. Whether near to me or far,
it's no matter, darling, where you are, I think of you. Day and night, night and day, under the hide of me. There's no such a hungry yearning burning inside of me. And this torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day and night, night and day, day and night, under the hide of me. There's no such a hungry yearning burning inside of me. And this torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day and night, night and day. Merci beaucoup. Merci pour ce moment de swing velouté, c'était magnifique. C'était Imperial Magic Swing. Et je crois notamment que la dernière chanson avec ces paroles, I think about you night and day, je pense à toi jour et nuit, est particulièrement bien adaptée pour les anciens thésards que vous êtes. Voilà. Nous allons passer maintenant à la remise proprement dite des insignes de docteur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je vais inviter successivement les différents groupes, à mon appel, les différents membres des écoles doctorales à nous rejoindre pour recevoir sur scène ces insignes. Nous allons procéder à nouveau par ordre alphabétique des directeurs d'écoles doctorales et j'invite à nouveau à me rejoindre sur scène le professeur Buterlin, cette fois en tant que directeur de l'école doctorale d'archéologie. Chacun des directeurs d'école doctorale nous dira quelques mots avant de procéder à cette remise des insignes de docteur, et peut-être que les étudiants archéologues peuvent nous rejoindre d'ores et déjà près de la scène. Professeur Buterlin, si vous voulez dire quelques mots. Rassurez-vous, je ne vais pas chanter. J'espère qu'on n'est pas un cauchemar non plus pour nos doctorants, en tout cas on peut l'espérer. Donc j'ai l'honneur de diriger effectivement l'école doctorale d'archéologie depuis quelques années, depuis 5 ans maintenant. Et c'est toujours un grand moment effectivement d'accueillir nos jeunes docteurs. Je ne sais pas s'ils sont tous là, beaucoup d'entre eux sont aussi sur le terrain. Nous avons dans l'école doctorale d'archéologie qui compte un peu moins de 200 doctorants actuellement, 34 lauréats du doctorat 2018, qui sont le reflet, je dirais, tout à fait symptomatique effectivement des différentes orientations d'une école doctorale qui, on peut le dire, est véritablement mondialisée. Non seulement il s'agit de diversité dans le temps, mais aussi dans l'espace, puisque les doctorats couvrent une période qui va du paléolithique jusqu'à l'époque médiévale, et dans l'espace, depuis la Patagonie ou le Mexique jusqu'à la Thaïlande, en passant par des terrains classiques et odieux, combien importants que sont les terrains métropolitains, bien entendu, mais aussi le domaine de l'archéologie africaine, tout le monde méditerranéen évidemment, et en particulier aussi le Proche et le Moyen-Orient. À cet égard d'ailleurs, en regardant un peu la liste des doctorants avant de venir, cette année a été particulièrement fructueuse pour la région qui est le Proche et le Moyen-Orient, puisque près de la moitié des doctorats soutenus cette année se déroulent précisément dans cette région-là, depuis le néolithique jusqu'à l'époque arabo-islamique. Et c'est symptomatique effectivement d'une orientation, d'une discipline sur laquelle on a beaucoup misé sur la formation des doctorants. Et je tiens à saluer en particulier ceux qui sont réfugiés et ceux qui proviennent des pays en conflit. Je crois qu'ils méritent une salutation tout à fait particulière. Et je terminerai pour dire à quel point, effectivement, dans l'école doctorale, on est attaché à cette diversité qui nous permet de répondre à ce que l'on appelle un peu
de manière problématique aujourd'hui les challenges globaux, mais c'est vrai que j'insisterai pour finir pour dire que l'archéologie est tout sauf la science du passé. C'est d'abord la science de la construction d'un avenir, parce qu'il faut lutter contre cette maladie qu'est l'amnésie, qui frappe toutes nos populations, je dirais, et surtout dans certaines régions du monde. Et il faut lutter contre cette tendance à l'oubli, et les archéologues sont là pour faire la psychothérapie de l'humanité. Merci de votre attention. Merci à toutes et à tous. Je vous propose que nous passions maintenant aux arts plastiques, esthétiques et sciences de l'art avec le professeur Christophe Genin, directeur de l'école doctorale. Bonjour, je vais être bref puisque beaucoup de choses ont été dites et bien dites. L'école doctorale, donc APESA, Arts plastiques, esthétiques et sciences de l'art, comme il vient de vous l'être dit, est une fédération de disciplines qui tourne autour de l'art et de la culture. Donc vous avez les arts plastiques, à proprement parler, qui eux-mêmes regroupent peinture, sculpture, vidéo, installation, photographie même, design, cinéma, philosophie et esthétique, et puis aussi études culturelles. Autant vous dire que toute l'humanité est représentée et incarnée dans cette école doctorale, et que nous sommes toujours très ouverts aux doctorants qui viennent du monde entier, qui viennent proposer des sujets atypiques, très atypiques parfois, et nous sommes toujours ouverts et disponibles à les écouter et ensuite à les guider. Et puis, surtout, là je vois qu'ils arrivent, c'est toujours, en tant que directeur de l'école doctorale, une très grande joie de voir la ferveur des doctorants et ensuite des docteurs, même s'il y a toujours cette inquiétude de l'avant-soutenance et de la soutenance. Bon. Mais en tout cas, c'est toujours un grand bonheur de travailler avec des jeunes, parce que d'abord, bien sûr, c'est l'avenir, mais surtout, ils ont cette ferveur chevillée au cœur, et c'est toujours une très très grande leçon que de les recevoir, de les suivre, et ensuite de les honorer comme il se doit, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci.
Passons maintenant à l'école doctorale de droit de la Sorbonne avec le professeur Étienne Pateau, directeur de l'école doctorale. Il va représenter aussi un certain nombre de collègues, notamment David Capitan, directeur de l'école doctorale en droit comparé, Christine Oleduc, directrice de l'école doctorale de droit privé et de sciences criminelles. Et nous allons... Merci, quelques mots seulement, en effet, pour surtout féliciter et dire le plaisir que j'ai d'être là à remettre ces écharpes de docteur à ces jeunes docteurs de droit qui ont dû affronter pendant de longues années, notamment les sarcasmes en général de leur entourage pour être passé par là, je le sais. Ah bon, la recherche en droit existe? Oui, elle existe. Et non seulement elle existe, mais elle se porte très bien, elle se porte très bien à Paris 1. Et leur nombre aujourd'hui, et d'une façon générale, l'école doctorale de droit est une des très grosses écoles doctorales et la plus grosse école doctorale de droit de France, le démontre amplement. Je suis donc très heureux de les appeler à la tribune pour leur remettre cette écharpe. Vous le savez, une précision, l'école doctorale de la Sorbonne est riche de nombreuses spécialités, comme vous le savez. Et donc on procède à l'appel par école doctorale. Donc là, c'était par département, exactement, par département. Et là, c'était d'abord les doctorants en droit comparé que nous avons reçus. Et j'ai demandé maintenant aux docteurs de droit international et européen de bien vouloir nous rejoindre, puisque... Donc le droit international et européen. J'invite maintenant les docteurs en droit privé et sciences criminelles à nous rejoindre.
J'appelle maintenant les docteurs en droit public et fiscal et pour leur remettre l'écharpe, le professeur Olivier Renaudy, directeur du département droit public et fiscal de l'école doctorale de droit de la Sorbonne. Alors nous passons maintenant à l'école doctorale d'économie et de mathématiques appliquées avec le professeur Mouez Foda, directeur de l'école doctorale. Bonjour à tous, quelques mots également. C'est toujours un grand honneur, un grand plaisir et une grande satisfaction de remettre les diplômes à nos jeunes doctorants, nos jeunes docteurs aujourd'hui, enfin très bientôt. L'école doctorale d'économie, qui s'intitule Économie Panthéon-Sorbonne, c'est 350 étudiants, des promotions de 70 étudiants donc chaque année, dont 70 diplômés. Donc, c'est 4 établissements partenaires, 8 unités de recherche. Il y a beaucoup de diversité, même si c'est une école, je dirais, quasi monodisciplinaire, économie et mathématiques appliquées, mais divers thèmes sont traités. Ça va de la philosophie économique jusqu'à la mesure mathématique des performances. Et les outputs, les thèses qui sont soutenues, sont assez représentatifs de cette diversité. Et nos doctorants en 2018 ont déjà pas mal brillé, malgré la jeunesse de leur carrière, puisque divers prix ont été octroyés à nos doctorants en fin 2018 et ce tout début 2019, notamment le prix de la chancellerie, le prix de l'Association française des sciences économiques, etc. Donc je les félicite et je tiens également à remercier tout le soutien apporté par l'université, les services de la recherche et le collège des écoles doctorales. Merci et félicitations. Alors, j'invite maintenant les étudiants, les docteurs en géographie à nous rejoindre et les insignes vont leur être remis par le professeur Gilles Palski, directeur de l'école doctorale de géographie. Merci. Alors, je voudrais vous présenter avec beaucoup de plaisir cette promotion 2018
de l'École doctorale de géographie de Paris. Elle rassemble 28 docteurs et c'est à peu près le même nombre que l'an dernier, à une unité près, qui ont été encadrés par 25 de nos directeurs de recherche. Je voudrais préciser que la promotion complète en fait est de 38 docteurs, puisque notre école doctorale est partenaire de Sorbonne Université et pour cette année encore de l'Université Paris 7, Paris Denis Diderot. Alors cette promotion reflète le caractère très pluridisciplinaire de notre école doctorale, puisqu'on trouve des sujets aussi bien en géographie bien sûr qu'en aménagement, en démographie et cette année aussi en architecture, dans le cadre de notre convention avec l'École nationale d'architecture de Paris-la-Villette. Au-delà de la diversité des thèmes abordés par toutes ces thèses, je voudrais cette année mettre l'accent et mettre en avant le travail d'un de nos laboratoires. Il s'agit cette année du laboratoire de géographie physique, qui se signale par 5 soutenances sur le total. Plus généralement, la géographie apparaît très en prise cette année avec les questions environnementales, puisque j'ai relevé des sujets qui concernaient les projets urbains durables, la gestion des déchets, les immeubles neutres du point de vue environnemental, du point de vue énergétique, ou encore la question des risques en milieu littoral. Voilà, je salue donc nos jeunes docteurs pour les qualités dont ils ont fait preuve pour mener à bien cette aventure qu'est la thèse. Je suis très heureux que cette cérémonie permette de mettre leurs travaux en lumière et je les félicite chaleureusement. J'invite maintenant les docteurs en histoire à nous rejoindre, ainsi que le directeur de l'école doctorale d'histoire, le professeur François Chausson. Chers docteurs de 2018, c'est une joie particulière de vous fêter aujourd'hui. Vous contribuez par vos soutenances à incarner, nourrir la vitalité de la discipline historique grâce à des thèses soutenues dans les 4 périodes sur des aires géographiques liées à 11 laboratoires portant certes sur l'Europe, mais aussi les mondes américains, les mondes africains, les mondes asiatiques, dans une belle pluralité qu'il convient de cultiver. L'historien ne peut s'empêcher de faire de l'histoire, comme le philosophe ne peut s'empêcher de philosopher. Que voit l'historien autour de lui en ce moment? Son regard traverse le présent et peut remonter loin, aux origines de certaines pratiques culturelles de l'Occident romain. Il voit, et vous voyez, vous historiens, des personnes en toge, la toga, costume du citoyen romain, dont des formes particulières étaient portées lors de certaines cérémonies. Il y avait aussi chez les Romains l'usage de donner une bande d'étoffe
pour accéder à une dignité, l'ordre sénatorial, et qui conférait donc le droit d'accéder à des carrières d'État dans une aristocratie de gouvernement. Dans la République des lettres dont nous sommes des citoyens, vous franchissez aujourd'hui un grade et vous recevez par cette écharpe, cette bande de tissu, l'insigne de votre dignité. Donc là, l'historien peut avoir, grâce à l'épaisseur du temps, une idée de la richesse vraiment des pratiques et des formes qui nous entourent aujourd'hui. Veuillez recevoir toutes nos félicitations. J'appelle maintenant les docteurs en histoire de l'art et le professeur Pascal Rousseau, directeur de l'école doctorale d'histoire de l'art. Bonjour. Le président Haddad rappelait combien la thèse est un moment d'autocritique, de critique. Vous allez voir que la sonalité, je pense, festive de ce moment dans cet écrin qu'est la Sorbonne nous invite plutôt à l'autogratification, la satisfaction. Et en tout cas, je suis très satisfait d'accueillir ici donc, la nouvelle promotion de l'école doctorale d'histoire de l'art. Ils sont 24. Ce qui est tout à fait satisfaisant sur un contingent, une armée de fantassins. Ils sont 200 à peu près 200. Pour une école doctorale d'histoire de l'art, c'est la seule en propre donc en France, et on peut s'en enorgueillir justement. Elle couvre des champs, à la fois des aires géographiques, culturelles extrêmement variées. Elle s'adosse sur la seule chaire de photographie, elle s'adosse aussi sur un département d'histoire du cinéma. Donc j'ai envie de dire que le champ qui est couvert ici et les 24 présents là le manifeste sont extrêmement variés. C'est une école donc monodisciplinaire mais très très ouverte justement par ses approches sur de multiples champs qu'ils partent du stuc à Damas jusqu'aux cultures du satanisme, par exemple, dans les cultures contemporaines. Donc, pour vous dire à peu près le spectre. Donc, je les accueille et je les félicite. L'école d'histoire de l'art est adossée en particulier à l'Institut national d'histoire des arts. Elle est même accueillie physiquement dans ce lieu important pour nous de la visibilité nationale et internationale. Et l'ED de Paris 1, je crois, contribue très activement. Preuve en est d'ailleurs, puisque parmi les nombreuses associations, et on ne peut que s'en féliciter, elles sont montantes, il y a à peu près une dizaine de groupes associatifs donc, liés à l'ensemble justement des champs qui sont couverts par l'histoire de l'art. Et parmi elles, très très récemment, donc, 2 associations ont été primées justement par un programme de recherche au sein de l'INHA. Donc on ne peut que s'en féliciter, et bravo, et je vous souhaite évidemment la meilleure réussite personnelle et professionnelle pour la suite.
J'invite maintenant les docteurs en management à nous rejoindre et le directeur de l'école doctorale de management, le professeur Jean-François Lemoine. Bonsoir à tous et à toutes. Quelques mots pour vous parler de cette petite dernière, puisque l'école doctorale de management Panthéon-Sorbonne a rejoint le clan ô combien prestigieux des écoles doctorales de mes collègues il y a tout juste 7 ans. L'école doctorale de management regroupe tous les jeunes doctorants de l'UFR de gestion de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais également de l'IAE de Paris et également de nos collègues et amis de l'ESCP Europe. Donc 250 doctorants, c'est finalement l'école doctorale en sciences du management et de l'informatique de gestion la plus importante de France. Nous en sommes ravis et nous avons la chance d'avoir une moyenne de 30 soutenances par an. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir certains de ces docteurs qui se dirigent à 2 grands types de métiers, bien évidemment la carrière d'enseignant-chercheur, mais aussi, et c'est important de le souligner, les entreprises publiques, privées, de plus en plus sensibles au recrutement de doctorants pour leur apporter du sang neuf en entreprise. Voilà ce qui les attend. Je tenais à les féliciter très sincèrement, de même que les directeurs de recherche qui les ont accompagnés dans ce périple. Bravo à vous tous et belle carrière. J'invite maintenant les docteurs en philosophie à nous rejoindre, ainsi que le professeur Denis Forest, directeur de l'école doctorale de philosophie. Il y a eu 33 nouveaux docteurs à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2018 et je voudrais tous les féliciter et également leur souhaiter beaucoup de chance pour la suite parce qu'il y a évidemment toujours ce qui dépend de chacun, de son talent et de son travail et de ses efforts et puis il y a aussi le reste qui ne dépend pas de nous. Alors énormément de chance à chacun d'eux. Très brièvement, en ce qui concerne la philosophie, vous savez qu'on est dans une époque où la philosophie est partout et nulle part. Elle est dans les médias, elle est dans les kiosques, elle est dans les matinales des radios périphériques, le moment philo, la minute philo. Et on est aussi dans une époque où le mot académique est souvent pris dans un mauvais sens, le synonyme d'ennui, de routine ou de tradition poussiéreuse. Donc il faut réaffirmer plus que jamais l'importance de la philosophie académique, académique étant pris dans un bon sens, l'importance des études doctorales, l'importance de la reconnaissance par les pairs qui implique les soutenances. Et on parle beaucoup de fierté à propos des minorités et je pense qu'il faut affirmer aujourd'hui une forme de fierté académique, academic pride, celle de l'exigence, la fierté de l'innovation et la fierté de ces choses un peu désuètes qu'on appelle par exemple l'amour du travail bien fait. C'est pour ça que je suis très heureux de participer à cette fête académique pour reprendre le nom d'une œuvre musicale célèbre. Et en fait, dans cette œuvre musicale célèbre, signée Johannes Brahms, il y avait des chansons d'étudiants. Et je crois que dans cette œuvre étaient célébrées ces 2 choses qui sont fondamentales pour l'université, qui sont la science et la jeunesse. Donc, félicitations aux jeunes docteurs.
fête académique, je crois que c'est une très belle expression, effectivement, et ça pourrait devenir le sous-titre de la cérémonie d'aujourd'hui dès l'an prochain. J'appelle maintenant les docteurs en sciences politiques et le représentant de la directrice de l'école doctorale, directrice qui est Brigitte Gaïti, qui est représentée aujourd'hui par Julien Frétel, le professeur Julien Frétel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Brigitte Gaïti, la directrice de l'école doctorale de sciences politiques du département de sciences politiques de la Sorbonne, vous prie bien vouloir l'excuser. Elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Elle le regrette, on le regrette. Et je le souligne notamment parce que normalement, il y a au moins une femme parmi les directeurs et directrices de l'école doctorale. Et c'est la fierté de la science politique. J'avais envie de dire, il n'y a pas que des hommes. Voilà. Bien. Alors, j'ai 2-3 choses à dire très rapidement. Tous mes collègues ont souligné que faire une thèse était quelque chose d'assez extraordinaire, d'exaltant. C'est une aventure sans pareil. Je crois qu'il a aussi été dit que faire une thèse n'était pas sans souffrance, n'était pas sans douleur, sans moment de solitude, sans remarques désobligeantes. Alors, est-ce que tu as fini ta thèse? Oui, je suis en train de la terminer. On peut dire que les docteurs en sciences politiques, comme dans toutes les disciplines des sciences sociales et sciences humaines, voilà, sont des combattants. Alors, sont des combattants du quotidien, mais parfois aussi ce sont des combattants physiques, des combattants politiques. Et si je le dis, c'est parce que je voudrais rendre hommage à une docteure en sciences politiques qui a été diplômée cette année, Lydia Ali, qui aurait voulu être là parmi nous, mais qui a été retenue en Égypte. Lydia Ali est une chercheuse exemplaire, musulmane, qui a fait une thèse magnifique sur les Coptes en Égypte, bien évidemment. Et nous l'avons reçue il y a peu, elle nous a expliqué comment elle avait fait. En fait, elle avait bravé énormément d'interdits, elle a pris des risques fous. Elle a à plusieurs reprises failli être emprisonnée, ce qui signifie que faire une thèse en sciences politiques n'est pas toujours possible dans différents endroits du monde. Et puisque je parle de Lydia Ali, en soulignant que j'aurais aimé pouvoir lui remettre son diplôme, j'ai une pensée particulière pour Eishan Huissal, docteur en sciences politiques aussi de notre département, qui va bientôt rentrer dans un tribunal, va assister à son procès politique en Turquie, parce qu'elle a eu le malheur de signer une pétition pour la paix. Donc il m'a semblé important de rappeler que les conditions pour effectuer une thèse n'étaient pas toujours réunies. Alors j'espère que je ne vous déprime pas en racontant tout ça. J'ai prévu une conclusion un petit peu plus joyeuse. Je me suis demandé ce que je pouvais dire et apporter. L'année dernière, j'avais souligné l'importance des entourages familiaux. Je m'étais aussi demandé, là, si j'avais pas le temps de lire les 6 thèses de sciences politiques, puisque l'école de sciences politiques est une petite école, mais c'est la seule école en France. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Mais j'ai quand même parcouru les remerciements qui sont placés en début de thèse. Et ces remerciements m'intéressent particulièrement, je pense que ça intéresse à peu près tout le monde, même si on n'en parle pas souvent, parce que ça permet de savoir comment les docteurs, les doctorants, les doctorantes ont vécu, ont ressenti et à quel point, lorsqu'ils ont terminé cette thèse et qu'ils s'apprêtent à la soutenir, ils sont reconnaissants des unes, des uns et des autres. Alors, je me suis essayé un petit exercice. J'ai pris quelques passages de ces remerciements des 6 docteurs en sciences politiques. Bien évidemment, et c'est notre métier, j'ai anonymisé, donc vous ne saurez jamais qui l'a écrit, mais je pense que ceux qui ont écrit ces remerciements se reconnaîtront, et ceux qui sont destinataires de ces remerciements, et qui sont présents dans cet amphithéâtre éventuellement, comprendront ce qu'a été pour leurs proches cette aventure de thèse. Alors j'ai tiré 6 phrases de ces 6 remerciements de thèse. Je remercie profondément tous les enquêtés qui m'ont donné de leur temps et ont permis à cette recherche de progresser. Leurs témoignages, engagement, émotion et humanité sont au cœur même de cette thèse. Pour leur soutien inconditionnel et les nombreuses fois où ils m'ont relevé, je remercie ma famille et tous ceux que j'aime et qui se reconnaîtront. À ma mère, qui en plus de tout le reste, a fait la majeure partie du travail maternel dont il sera question, comme un hommage dans les pages qui suivent. Ce travail est dédié à la mémoire de mon père, paysan et passionné d'actualité et de politique, de mon grand-père, paysan et partigiano.
Enfin, je serai éternellement reconnaissante pour mon mari et mon fils qui ont dû subir des nuits blanches qui semblaient parfois interminables, simplement pour veiller à la réalisation de ce travail. Ce projet est aussi le fruit de l'effort de notre collaboration ensemble en tant qu'une petite famille, et j'en suis immensément fier. Donc je voudrais remercier et féliciter tous ces docteurs en sciences politiques. Alors, bien sûr, toutes nos félicitations à ces nombreux docteurs 2018. Et bien sûr, merci beaucoup à l'ensemble des directeurs d'écoles doctorales qui ont bien voulu se prêter au jeu et leur remettre cette écharpe. Je vous propose maintenant d'écouter le discours clé de cette cérémonie qui va nous être proposé par le parrain de cette cérémonie, Marc Sénéchal, qui est docteur de l'université. Il a soutenu sa thèse intitulée « L'effet réel de la procédure collective à Paris 1 Panthéon-Sorbonne » et qui est également professeur associé de notre université et associé fondateur de la société BTSG. Je lui propose de nous rejoindre et il va vous livrer ses impressions, bien sûr, sur la recherche et le doctorat. Nous le remercions très chaleureusement d'avoir bien voulu lui aussi être présent parmi nous, de soutenir cette cérémonie. Et j'en profite aussi pour remercier au nom du président l'ensemble des vice-présidents de l'université qui se sont associés à cette cérémonie et qui l'ont rendue possible. Voilà. Marc Sénéchal, associé fondateur de la société BTSG. Monsieur le Président, messieurs les professeurs, chers collègues, chers docteurs, bien sûr, puisque nous sommes là pour vous, chers amis, bonsoir. Comment commencer autrement qu'en vous remerciant, Monsieur le Président, de m'avoir proposé de parrainer cette très prestigieuse cérémonie de remise des diplômes de docteur. C'est véritablement un honneur, une fierté pour moi de le faire, d'être avec vous aujourd'hui. Et ce sont des mots qui ne sont pas galvaudés, parce que quand ils sont prononcés dans une enceinte aussi prestigieuse et devant un parterre aussi fourni, aussi dense et aussi prestigieux que le vôtre, bien entendu, ces mots trouvent leur sens. Et je vous remercie infiniment d'avoir fait appel à ma candidature pour ce parrainage. Alors, cher docteur, vous êtes au terme d'un long parcours et au début d'un nouveau. Le doctorat, c'est l'aboutissement d'un long chemin, d'une longue vie d'étudiant, et vous êtes aujourd'hui en train de formaliser très solennellement la dernière étape de ce parcours avant de vous lancer dans le grand bain, en faisant le grand saut de l'avenir dans le monde professionnel. Et le doctorat, c'est cela, c'est à la fois un accomplissement, c'est une dernière foulée, et en même temps, c'est une planche d'appel. C'est une planche d'appel vers le futur, vers votre vie professionnelle. Et c'est ce message que je souhaite vous faire passer à tous, parce que vous devez comprendre qu'en ce jour où l'université vous célèbre, vous félicite, vous honore, cette belle université de la Sorbonne, vous venez couronner un parcours académique exemplaire, vous venez matérialiser l'obtention de votre doctorat, et en même temps, nous vous laissons seuls face à la vie professionnelle, investiguer, parcourir de nouveaux horizons et faire ce que l'on appelle votre vie, aux côtés de votre famille, de celle que vous avez fondée ou celle que vous fonderez, mais c'est la partie professionnelle, bien entendu, dont il s'agit lorsque l'on parle du doctorat. Et je sais, bien évidemment, quel est le travail que vous avez fourni, je sais l'effort que ça suscite, personnel, familial pour certains d'entre vous, je sais l'exigence que cela suppose de mener un tel travail jusqu'à son terme. Alors, j'ai été très intéressé de lire les thèses de certains d'entre vous, notamment dans les matières qui me sont totalement étrangères. Ce que je sais, c'est que, quelle que soit la discipline qui est la vôtre, vous y avez excellé. C'est absolument certain. La recherche vous a plu, elle vous a attiré à elle, vous l'avez suivie, vous l'avez bien fait. Vous l'avez fait sans doute sans certitude, au moment où vous vous êtes engagé dans cette voie de la recherche. Vous avez eu envie de découvrir, d'approfondir, et vous espériez, et vous y avez réussi,
contribuer à l'aboutissement, ou en tout cas le développement de la discipline qui est la vôtre. C'est cette raison qui explique qu'en réalité, votre choix de chercheur est un choix de courage. Vous avez fait preuve de courage en vous engageant dans une voie inconnue, en ce sens que vous n'en connaissiez pas l'issue. Et la thèse, Monsieur le Président, vous avez employé le mot tout à l'heure de passage, on ne s'est pas concerté avant de faire nos discours respectifs. Moi, j'avais pensé plutôt à un voyage, mais finalement, c'est assez similaire, à la fois dans la consonance et sans doute dans le concept. C'est un voyage dans sa discipline, évidemment, c'est le voyage du temps long. On passe généralement autant de temps dans sa période de doctorat que dans sa période d'études supérieures, en incluant y compris le 3e cycle, ce qui montre combien cette formation est absolument fondamentale dans la formation de l'enseignant-chercheur. Et dans ce parcours académique, on y apprend, bien sûr, on approfondit, on articule, on construit, on invente, on synthétise. Et sur toutes ces différentes étapes par lesquelles vous êtes passés, qui vous font vous construire, qui font de vous un homme, et ou une femme, bien entendu, un homme au sens générique du terme, et qui contribuent à votre architecture intellectuelle. Alors évidemment, c'est une grande source de satisfaction, une grande source de soulagement aussi quand ce travail est achevé, et c'est une forme d'accomplissement. Mais ce n'est pas le seul aspect de votre travail doctoral. Il y a un second aspect du voyage, Monsieur le Président, c'est le voyage que vous avez dû, peut-être, faire sur vous-même ou en vous-même. Quand vous apprenez, vous vous enrichissez. Quand vous approfondissez, vous gagnez en confiance. Quand vous construisez, vous comprenez. Quand vous inventez, vous doutez. Parfois, vous vous trompez, mais toujours vous avancez. Toujours. Et vous ne mesurez peut-être pas, à l'heure où je vous parle, dans les minutes qui sont les nôtres aujourd'hui, l'immense bénéfice que cette formation va vous procurer pour les prochains mois, les prochaines années. Vous n'appréhendez probablement pas combien ce travail qui a été fastidieux, au terme duquel vous avez peut-être consenti des efforts que vous jugez trop importants, peut-être que vous ne mesurez pas encore ce qu'il va vous apporter et qui est proportionnel à l'effort que vous avez consenti. Une thèse, c'est une fin magistrale, c'est la fin d'un cycle d'étudiants, et c'est bien cela que nous fêtons aujourd'hui, ne vous trompez pas. Mais c'est aussi un capital intellectuel, c'est un capital technique sur lequel vous allez miser, fonder votre vie professionnelle future et sur lequel vous allez capitaliser. Ces fondations-là, elles sont solides, ce sont les meilleures, parce que vous avez passé beaucoup de temps à travailler votre discipline. Elles sont rares, parce que vous êtes finalement peu nombreux, même si aujourd'hui le nombre de docteurs est impressionnant. En réalité, sur l'ensemble évidemment des étudiants français, vous représentez une infime marge de la population. Et finalement, quel que soit votre avenir, votre travail vous sera utile. Alors si vous vous destinez à l'enseignement, bien sûr, cela paraît évident. Pour bien enseigner, pour bien transmettre, il faut avoir conceptualisé, il faut avoir théorisé. C'est absolument certain. Mais ce sera également le cas si vous vous destinez à une carrière d'entreprise, qu'elle soit d'ailleurs dans le secteur public ou dans le secteur privé. Cela vous paraît peut-être moins évident, mais votre formation de chercheur vous sera d'une très grande utilité. Elle vous permettra de vous mouvoir avec aisance dans un environnement parfois hostile, mais toujours en maîtrisant la technique qui est la vôtre, toujours. Et cette aisance-là, elle vous distinguera probablement des autres, tout simplement parce que vous ne vous êtes pas contenté d'acquérir la technique. Ce n'est pas qu'un module d'acquisition, l'université pour vous, c'est également la faculté qu'elle vous a offerte d'analyser votre matière, de la disséquer, de la théoriser, et donc finalement de la dominer. Et vous verrez que ce poste d'observation, ce promotoire sur lequel maintenant vous êtes placé, vous donnera, au terme de l'ascension qui est la vôtre et que vous devez qu'à vous-même, vous donnera une aisance absolument non négligeable dans le monde professionnel. Alors soyez fiers de votre travail, soyez fiers de ce que vous avez accompli, soyez fiers de vous, vous pouvez l'être. Votre travail est capital, c'est votre patrimoine, hein, c'est votre patrimoine intellectuel, c'est votre patrimoine technique. Il est le fruit de votre investissement, il est le fruit de votre travail, de votre persévérance. Ces fruits vous sont acquis, quoi que vous fassiez dans la vie professionnelle, où qu'elle vous mène. Investissez tous les domaines qui s'offrent à vous, prenez des risques si vous en sentez la nécessité, enseignez si vous avez le goût de cela, transmettez aux autres, votre formation est faite pour cela, mais ne vous cloisonnez pas intellectuellement. Ne réfléchissez pas en silo.
lorsque nous avons préparé cette cérémonie avec le président Haddad, on s'est retrouvé autour de cette idée que finalement la société française est peut-être un peu trop organisée de manière verticale. Les docteurs sont destinés à devenir des enseignants et ceux qui s'arrêtent dans les 3e cycles à devenir des praticiens. Finalement, c'est trop caricatural et sans doute une mauvaise chose pour notre société civile. Donc si vous vous décloisonnez, si vous faites preuve de cette ouverture d'esprit, si vous arpentez des terres qui ne vous sont pas naturellement destinées, si la géographie professionnelle qui sera la vôtre n'est pas celle qui avait vocation à s'appliquer à un chercheur, alors vous utiliserez vos compétences, votre savoir, vous trouverez de la satisfaction et j'espère du succès. Ne vous limitez pas, ne vous bridez pas, la recherche mène vraiment à tout. Mon parcours professionnel en est l'illustration. Et je peux vous dire qu'à aucun moment, je ne regrette d'avoir arpenté les sphères du droit privé en ce que la pratique qui est nécessairement le pendant de la recherche peut être mise en œuvre, puisqu'une science humaine est faite pour être appliquée et bien sûr théorisée, mais également appliquée. Elle est faite pour l'homme. Alors vous changerez d'univers, vous changerez de métier au cours de votre carrière. Vous aurez peut-être des opportunités qu'il vous appartiendra de saisir. Comptez aussi sur les rencontres, elles sont absolument déterminantes. Comptez sur la chance, ce sont des facteurs que vous ne maîtrisez pas mais qui seront très importants dans votre carrière. Faites preuve d'audace parce qu'on dit que la chance sourit aux audacieux, il faut faire preuve d'audace, prenez des risques. Soyez agile, intellectuellement décloisonné, soyez passionné, mais vous l'êtes déjà puisque vous l'avez démontré, et appliquez la science que vous avez théorisée. Alors je vous souhaite sincèrement à tous, où que votre parcours professionnel vous mène, une belle chance, une belle vie professionnelle, à l'aube d'un nouveau monde qui s'ouvre devant vous, et je ne doute pas un seul instant que vous réussirez.